plage ici, il n'y avait plus rien en fait. Tout était noir. Hein. Bon, c'était une grande marée. Il n'y avait pas de limite entre le ciel et la mer en fait, quoi. Et la terre également, puisque les gros coefficients avaient ramené des embruns même sur la route ici de fuel, quoi. Donc tout était noir en fait. Enfin, c'était tellement catastrophique parce que entre cette marée noire, les oiseaux englués, parce qu'on en a vu quelques-uns quand même. Hein, oui, il y avait quelque chose d'apocalyptique un peu dans ce moment-là, quoi. C'est certain, quoi. L'apocalypse a régulièrement rendez-vous avec nos côtes. Elle porte des noms connus de tous: Torrey Canyon, Amoco Cadiz, Tagno, Gino, et enfin en 1999, Erika. Autant de pétroliers dont le naufrage a ravagé le littoral. 15 ans après la marée noire de l'Erika, est-on mieux armé pour faire face à la fatalité? Comment le territoire s'est-il remis de ce traumatisme? Quelles leçons a-t-on tirées de la catastrophe? Le ministère des Transports a ouvert une enquête après le naufrage ce matin au large de la Bretagne d'un pétrolier maltais. Le navire se trouvait environ à 50 km de Pinmar lorsqu'il s'est brisé en deux. Les 26 membres de l'équipage ont été sauvés en fin de matinée. Le 12 décembre 1999 à 6h du matin, un pétrolier affrété par Total, battant pavillon maltais, alerte les autorités françaises un peu tard de son naufrage imminent. À son bord, 24 000 tonnes de fioul, libérées lorsque la coque se brise en deux. Le plan de prévention contre la pollution maritime, Polmar, est déclenché dans la journée pour prévenir les risques de marée noire. Les élus et les habitants, eux, attendent, dans l'angoisse, de découvrir les dégâts. On a suivi en direct le naufrage de l'Erika, le bateau en tant que tel, le 12 décembre. Et donc ensuite, pendant les jours qui ont suivi, il y a eu un certain nombre de réunions autour des pouvoirs publics, notamment préfets et sous-préfets. L'élu local. Je me souviens d'une réunion le 24 décembre où le sous-préfet de Saint-Nazaire nous disait vous pouvez dormir tranquille parce que les prévisions, aussi bien météo que de courantologie, disent que la pollution de l'Erika ne peut pas nous atteindre. Ça sera plutôt la Vendée, Sud-Vendée, l'Île-Dieu. Et puis, on a eu une surprise le 26 décembre au matin, où alors au Croisic, c'était assez un paysage d'apocalypse, puisque déjà le jour se levait très tard, il faisait gris, et on a eu l'odeur du pétrole qui était arrivé sur les côtes pendant la nuit, avec la tempête aussi, une partie de la tempête qui allait ravager ensuite la France, la fameuse tempête de 99. Et donc on s'est rendus tous sur la côte, et on a eu l'odeur qui était très prégnante. Puis on a vu ce spectacle de désolation, on a vu des gens pleurer, enfin beaucoup d'émotions devant ce spectacle, puisque comme toutes les catastrophes, on pensait que celle-ci allait nous éviter. Voilà Noël, c'est ça Noël. Il est beau le Noël des hommes, il est beau. Ils ne peuvent rien faire d'autre que des choses pareilles. Au total, 400 km de plages et de rochers sont souillés, recouverts de ce fioul de fond de cuve, lourd et épais. La Loire-Atlantique est le département qui paye le plus lourd tribut. Au Croisic comme ailleurs, les bénévoles affluent sur les plages pour proposer leur aide à des pouvoirs publics complètement dépassés. Très vite aussi, il a fallu organiser les secours. Donc on a eu, nous, les services de l'armée, sécurité civile qui sont arrivés, mais qui étaient insuffisants. Il y en a eu un bon nombre de bénévoles. Par contre, il a fallu trouver des pelles, des râteaux. Malgré la méconnaissance du danger potentiel du produit et l'exposition, on a également fait venir très tôt des combinaisons. Parce que le problème, c'est que si on n'organisait pas, les gens faisaient eux-mêmes. Et il est vrai qu'on a su après, avec le retour d'expérience, qu'il aurait mieux fallu, par exemple, laisser le pétrole se reposer, puisque souvent, quand on l'évacuait, on enlevait beaucoup de sable et beaucoup d'algues avec, on le stockait en haut de plage, qui a posé d'autres problèmes de pollution ultérieurement. À chaque marée noire, son lot de dégâts qu'il faudra réparer, écologiques, économiques, sanitaires. Ce qui va d'abord marquer l'opinion cet hiver-là, ce sont les cadavres d'oiseaux mazoutés diffusés en boucle dans les journaux télévisés. Je regarde un petit peu, donc je vais juste regarder sa tête en premier. L'école vétérinaire de Nantes, située à 1 heure des côtes, a eu la lourde tâche de recueillir quotidiennement les cartons remplis de volatiles condamnés.
Des centaines de milliers d'entre eux ont ingurgité du fioul. Lavage, grattage, séchage, les bénévoles se sont livrés pendant plusieurs semaines, jour et nuit, à un travail minutieux pour tenter de les sauver d'une agonie certaine. On s'est retrouvé avec des milliers d'oiseaux marins qui nous sont arrivés dans des états de détresse et de conservation absolument catastrophiques. Le bénévole. Et à la fois, ils avaient eu une période à la fois très difficile en mer parce qu'ils ne mangeaient plus depuis un bon moment. On était donc en hiver, ce qui est logique. Ils étaient couverts de pétrole. Ils en avaient déjà ingéré une partie pour essayer de se nettoyer. Ils avaient déjà essayé de commencer ce travail de nettoyage. Ils étaient plus étanches, donc ils avaient froid. Ils étaient dans un état sanitaire absolument déplorable. Donc on s'est retrouvé avec des milliers d'oiseaux dans un état déplorable, et c'était pas du tout, avec moins d'expérience et beaucoup moins de moyens, vous imaginez très, très facilement que ça a été très compliqué. On a fait pas mal d'erreurs, on a essayé on a mobilisé beaucoup de gens. Énormément de monde. Et c'était aussi un problème. Oui, parce que un des problèmes. Un bénévole qui arrive plein de bonne volonté, il découvre ce que c'est qu'un oiseau marin, pour beaucoup, stressé, mazouté, et il faut qu'il apprenne beaucoup de choses très rapidement et qu'il ne fasse pas de bêtises, parce que s'il y a trop de bénévoles qui font des bêtises, on va à l'inverse de ce qu'on souhaite. 15 ans plus tard, on estime à 150 000 le nombre d'oiseaux morts à cause de l'Erika. Un bilan sans précédent. Alors voilà, grosso modo, quels sont les oiseaux qui étaient concernés, les oiseaux marins qui étaient concernés par le pétrole de l'Erika. Ils sont en bas. Ce sont surtout ces oiseaux-là qui ont pris du pétrole et qui ont souffert le plus, le guillemot en particulier, du pétrole de l'Erika, de la catastrophe. Et c'est par dizaines de milliers qu'on en a récupéré en essayant de les soigner. Beaucoup n'ont pas pu être sauvés. En particulier cet oiseau-ci qui est un plongeon, plongeon catamaran. Ces oiseaux-là, alors on s'est focalisé. Quand on travaillait sur les oiseaux, on s'est focalisé évidemment sur un certain nombre d'oiseaux qui sont un petit peu plus rares, qui ont un aspect patrimonial un peu plus important que, pour faire simple, le goéland argenté. Donc, en particulier, on s'est concentré sur les plongeons qui sont beaucoup plus rares. Et en fait, on n'en a sauvé aucun. On a perdu, on va dire, une certaine innocence. Ça a un coût. Je ne sais pas comment on peut l'évaluer. On n'imaginait pas que la plage de Basse-sur-Mer ou la plage du Croisic pouvait être, ou les grands traits du Croisic pouvaient être pollués comme ils ont pu l'être. Il y avait un vrai traumatisme. Et ça, effectivement, ça n'a pas de coût. Ça, c'est difficile. Il n'y a pas de... C'est une prise de conscience. Les gens, après, se sont mobilisés pour un certain nombre on va dire, de valeurs écologiques ou de projets ou d'engagement écologique, mais il y a eu un vrai traumatisme là-dessus, et je pense qu'il n'est pas effaçable, celui-là. Après les oiseaux, c'est la saison touristique à venir qu'il a fallu sauver. Une période clé pour toutes les petites communes du littoral. Les élus sont confrontés à un véritable dilemme. Comment solliciter l'aide et la solidarité nationale sans pour autant faire peur aux touristes potentiels ? On a tenu dans l'ensemble un discours de vérité. Parce que si vous disiez aux gens « venez, c'est comme avant », on voyait que tous les dommages n'étaient pas réparés, les gens en juste été, vous nous avez menti. Et là, on pouvait perdre les gens pour de nombreuses années ou à jamais. Il fallait mieux dire venez, la région n'est pas comme avant, mais elle vous accueillera. Il y a aussi des actes de solidarité, des gens qui sont venus et qui savaient que les plages, les rochers n'étaient pas tout à fait comme avant l'Erika. Et par contre, à côté de ça, il fallait obtenir les indemnisations par rapport à la baisse de fréquentation touristique. C'était le parti que l'on a fait, c'était d'être honnête, faire un état des lieux objectif par rapport à cette année touristique, principalement l'année 2000 qui a suivi l'Erika. Pour les professionnels de la mer, les décisions ont été radicales. Si les pêcheurs et les ostréiculteurs sont interdits de produire dès les premiers jours, d'autres cas particuliers ont nourri bien des débats,
comme par exemple celui des producteurs de sel. Au nombre de 300 sur la presqu'île guérandaise, ils ont décidé de fermer leurs marais, faisant une croix sur la production de l'année 2000. Une décision que défend aujourd'hui encore Olivier Péréon. Donc voilà le trait du Croisic, avec le Croisic en face, bas sur mer. Donc à chaque marée, le trait se remplit. Il y a une digue de protection, 27 km de digue en pierre qui nous protège des marées, qui protège le marais. Donc là on voit les premières salines juste derrière la digue. Et là on a 2000 hectares de marais salants protégés par les digues, quoi. Personne n'était en mesure de nous dire comment allait réagir le pétrole dans nos exploitations si on le laissait entrer. Le paludier. Puisque le principe de production du sel, c'est de récupérer de l'eau de mer, faire en sorte qu'elle s'évapore, qu'elle se concentre, et pour récolter le sel. Donc concentrer de l'eau pour obtenir du sel, ça voulait aussi dire éventuellement concentrer des produits nocifs. À l'époque, cette décision n'est pas comprise et les producteurs guérandais devront se battre plusieurs années pour obtenir l'indemnisation de leur manque à gagner. Pas mal de gens pensaient que c'était... Enfin, on a décidé de ne pas produire pour être indemnisé, ce qui est complètement ridicule. On a décidé de ne pas produire pour ne pas polluer notre outil de travail. L'idée des paludiers n'était pas tant d'obtenir a posteriori des indemnisations que de dire attention, on peut peut-être produire du sel l'année suivante, c'était l'été 2000, peut-être dans de bonnes conditions, mais c'est l'image de marque du sel de Guérande, qui était le label rouge et qui a encore progressé, qui était une image de qualité, même avant l'heure bio. Et donc c'était l'atteinte à l'image de marque par rapport même à la qualité du produit. C'est d'ailleurs là-dessus aussi qu'il y a eu ensuite, a posteriori, beaucoup de litiges juridiques, parce que ça se plaide. Effectivement, on pouvait peut-être produire du sel en 2000, l'été suivant, mais dans quelles conditions et par rapport à l'impact, effectivement, de cette marée noire. Du côté des riverains, la colère gronde dès l'hiver 2000, de la Bretagne à la Vendée. La mobilisation s'organise tous azimuts. Les habitants écœurés, dégoûtés, réclament des responsables. Après les plages, ce sont donc les rues qui deviennent noires. Le 5 février 2000, ils sont 20 000 à défiler à Nantes. La mer reste encore un espèce de Far West sans foi ni loi, comme on pourrait dire, hein, c'est sûr. Hein. Bon, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des efforts de fait depuis la Moco, mais il y en a encore beaucoup à faire. Et on est là pour ça. Alors, on met ça où ? On met ça là ? C'est vrai aussi. Ouais, tu crois vraiment. On prend même un bécassine. Une bécassine sur le côté. Voilà. Et la leçon de pognon. Oh non! Si. C'est marrant, ça. Il y a eu une phase spontanée de manifestation. Les militants. Où les gens se sont exprimés, bon, avec des trucs bateaux, hein, plus jamais ça, Total, non, assassin. alors là, j'interromps. Non, parce que là, c'est important de bien signaler qu'il y a quelque chose d'émotif et d'intuitif, à savoir que cette catastrophe a été ressentie par beaucoup, même des gens très simples, comme n'étant pas la fortune de mer, c'est la tempête et tout. Ils ont eu l'impression qu'il y avait un fonctionnement du transport maritime qui se faisait au détriment de la sécurité. Donc là, il y a une réaction émotive contre Total, contre les grosses compagnies pétrolières qui ne pensent qu'à l'argent, au profit, au commerce. Et ça a été partagé de très très largement. Hein. Maintenant, il y a eu aussi une autre réaction émotive, c'est contre les pouvoirs publics, dont beaucoup pensaient qu'ils n'étaient pas à la hauteur. La situation déjà tendue s'aggrave lorsque Dominique Voynet, alors ministre de l'Environnement, déclare qu'il ne s'agit pas de la catastrophe écologique du siècle.
C'est pas ça une catastrophe écologique, Madame Boinet? Mais qui a dit le contraire? Vous hier, non? Vous plaisantez? Hier, vous ne parliez pas de catastrophe écologique. J'ai dit hier qu'avant que la pollution soit arrivée sur les plages, on ne pouvait pas en dire de façon précise l'étendue et la gravité. Donc quelques heures plus tard, c'est évident, c'est une catastrophe écologique de grande ampleur, mais ce n'est pas, comme certains me pressaient de le dire hier, la catastrophe du siècle. Des maires des communes ont dit plusieurs mois après, c'est nous qui avions parlé à la ministre en lui disant surtout, n'aggravez pas les choses, ne faites pas un tableau trop catastrophique parce que, vous savez, la saison, l'été, ça va arriver, et puis alors on aura des gros problèmes avec le tourisme. Donc, ils l'ont eux-mêmes avoué, qu'ils avaient participé à cette attitude de la ministre qui avait minimisé. Reste que pour l'État français, le coup est rude. En une trentaine d'années, les autorités ont dû faire face à 5 marées noires qui ont laissé un sentiment amer d'impuissance. Torrey Canyon, Amoco Cadiz, Gino, Tagno et maintenant Erika. Pourtant, au lendemain du naufrage de l'Amoco, 20 ans plus tôt, la France avait déjà tenté de réorganiser son trafic. D'abord avec l'éloignement du rail d'Ouessant, cette autoroute de la mer qui voit défiler quotidiennement 300 000 tonnes de pétrole au large des côtes. Mais aussi grâce à la mise en place d'un système de sauvetage des navires en difficulté, les abeilles. Des mesures qui n'ont pas suffi à éviter la catastrophe de l'Erika, puis celle du Prestige 3 ans plus tard. Ce que je retiens, moi, de l'événement Erika en particulier, c'est la difficulté que le préfet maritime de l'époque a eu à avoir une connaissance exacte de ce qui se passait à bord. Ça a été extrêmement difficile et surtout extrêmement tardif. Le représentant de la République. Aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre d'outils qui n'étaient pas en place à l'époque, qui nous permettent de beaucoup mieux comprendre tout de suite ce qui se passe, d'abord par un échange, par une surveillance par les AIS notamment, on sait comment les bateaux évoluent. Et puis je dispose, moi, en permanence, de ce que l'on appelle une équipe d'évaluation et d'intervention. Pour fluidifier la gestion des catastrophes, la préfecture joue au bon élève en organisant régulièrement des exercices en temps réel. Mais le problème ne se situe pas uniquement dans la rapidité de la réponse administrative. Il s'agit de savoir où le pétrolier qui se vide va pouvoir trouver refuge. Aujourd'hui, par ce décret de février 2012 concernant les ports-refuges, j'ai le pouvoir en tant qu'autorité administrative unique de désigner un port, d'enjoindre l'autorité portuaire à accueillir un navire en difficulté pour essayer de cantonner une éventuelle catastrophe maritime. Alors c'est toujours un choix extrêmement délicat, mais c'est bien le but, c'est d'essayer de faire en sorte que un bâtiment ne se brise pas en haute mer avec des centaines et des centaines de kilomètres de pollution derrière. Le port refuge, une idée séduisante sur le papier, mais qui a encore du mal à être acceptée au sein du monde maritime. Pour les commandants rompus à l'exercice du sauvetage en mer, l'idée même d'imposer à un grand port d'accueillir potentiellement une marée noire paraît impossible. Pour l'Erika, on a cherché un port refuge. Le sauveteur en mer. Ça faisait plus de 20 ans qu'on travaillait sur le port refuge. Parce que moi, avec le Tagno, quand j'ai récupéré la partie arrière du Tagno, c'était la première fois qu'un pétrolier chargé se cassait en deux. Et je me suis retrouvé, moi, avec un pétrolier, un demi-pétrolier à la remorque, avec 12 000 tonnes de fioul lourd, et personne n'en voulait d'un pétrolier. Alors on m'a dit, vous allez faire route, les autorités françaises, vous allez faire route à mi-chemin entre l'Angleterre et la France, en attendant des ordres. Comme ça, si le bateau avait coulé, les Anglais en auraient eu autant que nous. Voilà. Donc après, on a réussi à la ramener au Havre. Mais depuis, on ne sait pas trop. L'Erika, personne n'en a voulu à Sanadère. Donc il a été obligé de rester au large. Bon, demain, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer exactement la même chose, et puis c'est tout. C'est surtout à l'échelle européenne que l'Erika a fait des remous. Bruxelles a pris brusquement conscience qu'elle devait serrer la vis, ne plus laisser n'importe quel navire prendre le large dans n'importe quelles conditions. Les années 2000 ont été celles des lois Erika 1, 2 et 3.
Et je pense que le souvenir, c'est de dire que l'Erika, qui a été suivi 3 ans plus tard par le naufrage du Prestige, sur les côtes basques françaises et espagnoles et en Galice, ont permis, au moins sur le front européen, de faire avancer la législation au large de nos côtes et surtout les contrôles dans les ports et notamment l'avènement, même si c'est pas la panacée, des doubles coques et de bateaux beaucoup plus récents, mieux entretenus. L'Erika et le Prestige étaient quand même des bateaux poubelles et que pour un faible gain, on a dépensé beaucoup plus, on a pollué, on a traumatisé des populations, on a fait des atteintes à l'environnement et que là, effectivement, il y avait des responsabilités à établir, elles l'ont été. Sans les bateaux poubelles dans l'océan, peut-on affirmer qu'il n'y aura plus de marée noire ? Rien n'est moins sûr. Les mesures adoptées au lendemain de la catastrophe de l'Erika commencent à peine à entrer en vigueur. Et certains marins ne se font aucune illusion quant à la bonne volonté des pétroliers. Écoutez, moi qui suis issu de la marine marchande, je sais très bien comment ça marche. Le marin en colère. Et la principale cause, c'est la recherche du moins-disant fiscal, du moins-disant social, de faire des économies sur la sécurité, etc., comme le font les pétroliers en général. Les sensibiliser à la protection de la nature, etc., c'est donner des coups d'épée dans l'eau. Ils en ont rien à faire de ça. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est de rentrer de l'argent. Point. D'avoir des actionnaires qui investissent. Point. De trouver des salariés qui vont payer le minimum. Voilà, c'est leurs seuls intérêts. Ils n'ont pas d'autre conscience que celle-là. Donc il faut frapper au porte-monnaie, il n'y a pas d'autre solution. Depuis l'Erika, rien n'a changé, absolument rien. Sinon le fait qu'il y a un effet dissuasif de par les jugements des tribunaux, qui ont condamné assez lourdement toute la chaîne, c'est-à-dire aussi bien l'armateur que la personne chargée de la gestion du navire, que le propriétaire, que le transporteur. Tout le monde a été condamné. Il y a donc une solidarité dans les condamnations, voire même jusqu'à une condamnation pour le préjudice subi par l'écologie locale, ce qui est aussi une première. Donc les enseignements qui en sont tirés, c'est que les pétroliers, prenant ce risque-là, sont confrontés à des sanctions qui sont très lourdes. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, le seul effet qu'il puisse y avoir sur leur comportement. Il n'y en a pas d'autre. Le 25 septembre 2012, la justice française prend en effet une décision historique. Le principe du préjudice écologique a donc été validé aujourd'hui par la Cour de cassation. 13 ans après la catastrophe de l'Erika, la justice reconnaît la responsabilité de Total dans cette pollution. C'est un tournant dans le droit maritime et une victoire pour les associations et les élus des villes souillées par le pétrole. C'est 13 ans de bataille de la part des collectivités locales que j'ai eu l'honneur de défendre. Mais c'est aussi, je pense, un très grand jour pour tous les défenseurs de l'environnement, d'où l'émotion qui est la mienne aujourd'hui. J'avais un avocat de Total qui était juste en face là, le biais là. Et quand le président de la Cour de cassation est rentré à 14h, il a dit quelques mots et à 14h07, c'était fini. Il avait lu le résumé des décisions. Eh bien, j'ai vu la tête de l'avocat de... Voilà le résumé de la... Voilà, et il a lu ça en 3 minutes. Et donc, là, on avait l'impression que d'un seul coup, c'était complètement inespéré, inespéré. Et franchement, se dire que là, Total se retrouvait dans une situation finalement irrémédiable. Dans les couloirs, le plus grand avocat de Total était là en train de dire « Mais nous ferons appel à la Cour européenne des droits de l'homme ». Puis il y avait d'autres avocats qu'on connaissait qui étaient à côté de nous qui disaient « Mais non, mais il dit ça pour dire quelque chose ». C'était fini. Ils étaient condamnés à la fois au pénal et au civil. Alors l'humiliation. La condamnation porte le symbole fort de la fin de l'impunité des pétroliers. Mais les montants en jeu sont relativement peu élevés comparés aux standards de cette industrie hors norme. 200 millions de dommages et intérêts à rembourser aux parties civiles. La naissance du concept juridique de préjudice écologique aura indéniablement un impact psychologique sur de nombreuses industries à risque pour l'environnement. C'est un bon début, mais l'Europe peut et doit aller encore plus loin si elle veut définitivement tourner la page des marées noires.
C'est-à-dire qu'en Europe, le préjudice écologique et le coût global apparaissent encore aux sociétés exploitantes comme suffisamment faibles pour pouvoir prendre les risques. L'avocate des communes. Ça, ce n'est pas tolérable. Il faut bien comprendre que tous ces sujets-là sont des sujets de logique économique. Mon objectif a toujours été, non pas de m'attaquer, pas le sujet de s'attaquer aux pétroliers, mais de faire en sorte qu'ils aient un intérêt économique à la sécurité. S'ils n'ont pas d'intérêt économique à la sécurité parce qu'ils peuvent, je dirais grossièrement, se tirer des flûtes, c'est-à-dire ne payer rien du tout, et d'où la colère de Total dans l'affaire Erika, qui effectivement met complètement par terre sa stratégie. Ça sert à rien. Vous pouvez avoir toutes les règles que vous voulez. Si le risque, c'est 375 000 € d'amende, ils s'en foutent, évidemment. Si le risque, c'est plusieurs milliards d'euros d'indemnités, si c'est plusieurs milliards d'euros d'indemnités qui ont été le montant du préjudice causé, c'est une autre affaire. En Europe et ailleurs, la question de la pollution maritime est encore bien loin d'être réglée. En marge des marées noires qui continuent de souiller les océans et leurs côtes, de nouveaux défis se présentent déjà, comme les 10 000 containers qui passent par-dessus bord chaque hiver et que personne ne semble vouloir récupérer. Sans compter les dégazages sauvages de ces navires marchands aux dimensions toujours plus folles qui polluent silencieusement et sans être inquiétés les eaux internationales. On peut regretter que face à ces fléaux, les pouvoirs publics ne disposent encore que de trop peu de moyens d'action. C'était un peu comme une bombe. Des numéros d'urgence totalement vision d'apocalypse. Le naufrage a lieu au large des côtes bretonnes. Une catastrophe écologique de grande ampleur. Des torrents de boue. Des tonnes d'eau dévastantes. L'état de catastrophe naturelle sera bien déclaré. Un feu a traversé environ 50 hectares. Là, c'est une grue qui s'est effondrée. Une centaine d'employés a été touchée par un nuage de poussière radioactive.